Salut, c'est Black Ink. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la Arkham JCE TV. Aujourd'hui, on reprend la série des instincts de survie avec le retour d'une série d'instincts de survie un peu particulier, puisque je vais revenir sur mes fameux challenges solo difficiles. On avait fait une première série avec les survivants, je n'en avais pas fait avec les mystiques, et du coup, aujourd'hui, il est l'heure de s'attaquer aux truands. Donc, la formule des instincts de survie avec les truands, pour ma part, il y aura d'autres vidéos d'instincts de survie qui seront faites par d'autres personnes sur la chaîne et qui ne prendront pas le même chemin, le même schéma que moi. Donc pour moi, ce que je vous propose avec les truands, j'en avais parlé sur le Discord notamment il y a quelques temps, c'est d'avoir un challenge truand solo difficile en jouant du coup l'investigateur de la campagne et un pool de cartes dit cumulatif, à savoir avoir la boîte de base revisitée, avoir à disposition les 5 starter decks, Nathaniel Shaw, Winifred Bamok, etc. Et évidemment, selon la campagne jouée, avoir les cartes de la campagne en cours, plus les cartes des campagnes sorties précédemment. Ce qui veut dire qu'au sein de ce challenge, avec les instants de survie que je vais vous faire, et du coup des decks que je vais vous présenter, ça sera chronologique dans l'ordre des sorties. La Zélatrice, Dunwich, Carcosa, etc. Pourquoi j'ai décidé de faire cette largesse d'avoir les starter decks parce qu'en fait, tout simplement, il y aurait une difficulté trop importante avec les premiers investigateurs, à savoir Skitz et Jenny, de réussir, ou d'avoir un espoir de réussir, les campagnes du renouveau de la Nuit de la Zélatrice et du renouveau de Dunwich, et pour essayer un peu de limiter vraiment l'écart qu'il va y avoir entre les possibilités de deck building entre ces investigateurs. Du coup, cette série de vidéos, vous l'entendez bien, est plutôt tournée vers les joueurs qui ont une expérience du jeu, qui n'ont pas forcément une grande collection, ou alors dont la collection est en cours de progression, de façon à avoir des exemples de decks à jouer avec des investigateurs, qui permettent, en solo difficile, peut-être, de réussir une campagne. Au niveau de l'organisation de ces vidéos, on est sur du classique. Je vous parlerai rapidement, très rapidement de l'investigateur du coup de la campagne. Je vous décrirai le deck et je vous donnerai quelques pistes d'amélioration que moi j'envisage avec ce deck, puisque je vous présenterai le deck niveau 0. A savoir que quand je fais ces vidéos d'instinct de survie, je n'ai pas forcément encore joué la campagne. En l'occurrence, ici, je vais vous parler de Schizotool. J'ai réalisé uniquement à ce jour le premier scénario, le rassemblement sur la Nuit de la Zélatrice. Donc, je ne peux pas vous dire aujourd'hui si j'ai réussi ou pas la campagne avec. Je vous ferai un retour, je pense, sur les futures vidéos. Alors, Skitz, c'est le truand de la boîte de base, vous l'avez bien compris, avec une statline de 2 en volonté, 3 en intelligence, 3 en force, 4 en agilité, 8 points de vie et 6 points de santé mentale, avec une capacité dite gratuite, rapide, en tout cas éclair. Durant votre tour, dépensez 2 ressources, vous avez le droit d'effectuer une action supplémentaire à ce tour, limite d'une fois par tour. Son signe des anciens, plus 2, en cas de réussite, gagnez 2 ressources. Donc signe des anciens qui correspond bien, qui est un peu le miroir de sa capacité signature. Sa taille de deck 30 et la construction du deck, carte truand de niveau 0 à 5 et carte gardien de niveau 0 à 2, biclassage classique avec les gardiens, et évidemment carte neutre de niveau 0 à 5. Skitz, on lui a souvent reproché sa faible valeur en volonté et de façon globale sa statline qui était peut-être trop équilibrée, pas assez spécialisée, ou en tout cas pas bien spécialisée à ce niveau, au début du jeu en fait, puisque son 4 en agilité au début du jeu, ben, il n'est pas très utile. À cette époque, effectivement, il n'y a pas énormément de possibilités de fuite, il n'y a pas beaucoup. La viabilité de l'archétype fuite est difficile à cerner, ça se fait, hein, mais effectivement, il faut avoir une certaine habitude des mécaniques du jeu, et c'est pas forcément le personnage qu'on va jouer en premier abord. C'est pour ça qu'il, on va dire, il subit, il traîne une mauvaise réputation, et peu de gens minants le jouent. Aujourd'hui, avec le pool de cartes plus important, il y a des possibilités, il y a des choses intéressantes
à faire avec Skitz, notamment comme vous avez pu le voir avec les vidéos domaines, avec ses recherches ésotériques ou ses connaissances interdites. Donc je vous invite à aller les regarder, ça vous donnera des idées si jamais votre collection est un peu plus grande et ne se limite pas ici à la boîte de base et le starter deck. Mais voilà, on va essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire avec Schizotool avec ce pool de cartes très limité, et est-ce qu'on va réussir à venir à bout de la nuit de la zélatrice en renouveau. Le deck, donc comme je vous l'ai dit, j'ai accès à la boîte de base revisitée, et j'ai accès au pack Winifred Abamok. Le choix de la boîte de base revisitée, c'est parce que en termes de calendrier, ça s'y prête bien. La boîte de base revisitée est sortie il y a peu de temps, et il y a pas mal de nouveaux joueurs qui sont arrivés avec cette boîte de base. Je pense, il est probable, que ceux qui n'ont pas la boîte de base revisitée, qui ont un ou deux exemplaires de l'ancienne boîte de base, ont aussi acheté depuis l'extension l'héritage de Dunwich, et du coup logiquement ils ont l'équivalent, si ce n'est plus, que le pool de cartes présent dans la boîte de base revisitée. Donc en clair, si vous n'avez pas la boîte de base revisitée, mais vous avez en gros 2 corsets et l'héritage de Dunwich, vous avez le même pool de cartes avec un peu plus. Et après le pack de Winifred Abamok, pas de particularité là-dessus. Le deck à proprement parler est un deck du coup très limité et qui est loin d'être parfait, au vu encore une fois de cette contrainte de deck building. Au niveau combat, j'ai opté pour 2 couteaux, 2 machettes, 2 explosions de dynamite, 2 attaques par surprise, et pour soutenir tout ça, j'ai pris 2 courage inattendu, 2 maîtrises et un coup vicieux. En matière d'enquête, j'ai pris 2 lampes torches, un exemplaire des outils de crochetage, de niveau 0 du coup. J'ai preuve, et j'ai 2 perceptions et toujours mon courage inattendu. Alors, en tant qu'allié, voilà, j'ai pris le Deluca, je vais justifier un peu ces choix-là. Déjà, je vais justifier le choix du couteau. Le couteau, il y a beaucoup de joueurs qui, effectivement, l'ont jeté aux oubliettes. Parce que, effectivement, ces 2 capacités sont pas folichon. À la limite, vous allez me dire, la deuxième capacité de défausser le couteau vous permet peut-être, selon les decks, de venir faire un recyclage. Typiquement avec un William Yorick qui viendrait recycler le couteau pour avoir tout le temps cet effet, cette action de défausser le couteau pour faire plus un dégât et avoir plus de renforce. Et étant donné sa capacité de recyclage, ça peut être intéressant, mais de façon globale, le couteau a été largement oublié au profit de multiples autres armes, dès le début de la collection, avec le 45 automatique, avec le Derringer 41, ou dans le pack Winifred Abamok avec le Moser C96. Pourquoi j'ai préféré le couteau à ces 3 autres armes? Tout simplement parce que j'estime que le couteau est une arme d'appoint, et mon arme principale est la machette. Au passage, vous aurez noté que j'inclus la machette, je joue hors tabou. En même temps, au début, avec ce pool de cartes limité avec Skitz, jouer hors tabou, ça commence à faire vraiment... Enfin, avec des tabous, pardon, ça commence à faire beaucoup de contraintes. Donc, je me suis autorisé une largesse, et ici, je jouerai hors tabou. Peut-être qu'à l'avenir, le pool de cartes grandissant, je mettrai en place les tabous. Pourquoi pas d'ailleurs suivre l'évolution des tabous chronologiques au fur et à mesure des sorties, ça peut être intéressant. Ce serait cohérent en tout cas avec l'ordre des sorties et du coup avec ce projet de série de vidéos des instincts de survie et de parties que je vais vous mettre en ligne. Mais bref, revenons au couteau et à ces 3 armes que je vous ai citées. Le couteau est une arme secondaire, c'est une arme d'appoint. Donc j'estime ne pas avoir besoin d'avoir une autre arme qui est destinée à rester longtemps à table et à durer en fait. C'est vraiment le couteau, c'est la solution de fortune, on va dire ça comme ça, le temps que la machette arrive. Après vous allez me dire, oui mais du coup tu prends un risque. Oui, je prends un risque, mais l'autre argument, en tout cas l'autre raisonnement que j'ai eu qui m'a fait prendre le couteau, c'est en fait le coût en ressources. La capacité de Skitz, moi je la trouve très forte. Cette fameuse action gratuite qui vous permet de dépenser de ressources pour avoir une action supplémentaire, elle est très forte. Au début, je pense que le pool de cartes était très limité pour pouvoir, entre guillemets, en abuser. De toute façon, elle est limitée à une fois par round, donc on ne peut pas vraiment en abuser. Mais bref,
c'était pas forcément une capacité qui était ultra usitée. Je fais le pari, moi, sur mon run sur le renouveau de la Zélatrice, que je vais essayer, que je vais réussir à utiliser la capacité Skids quasiment à chaque tour. Pourquoi je veux avoir la capacité de Skids à quasiment chaque tour? Parce que plus une action, ça fait 4 actions. En gros, en 3 tours, j'ai gagné un tour complet. Et quand on est en solo, les questions de tempo sont plus importantes à mon sens qu'en multijoueur. Parce que au plus vous allez avoir d'action, au plus vite vous allez réussir à avancer dans le jeu, et donc au moins vous allez piocher de cartes traîtrises. Et encore une fois, ou ennemies. Et encore une fois, on sait à quel point Skids peut être fragile par rapport aux traîtrises, notamment sur la volonté. Et on sait que dans la nuit des Zélatrices, il y a beaucoup plus de tests de volonté que d'agilité. À part les mains agrippantes, il n'y a pas grand chose comme test d'agilité. Il y a la carte traîtrise dont j'ai oublié le nom qui fait que vous revenez au centre de la carte dans le scénario 2, les masques de minuit, où il y a une maigre bête de la nuit qui vous chope là. Mais voilà, il n'y a pas beaucoup de tests d'agilité, il y a beaucoup de tests de volonté. Donc, il faut, pour moi, aller vite avec Skids. Aller vite avec Skids, ça passe par sa capa, et donc ça passe par le fait d'avoir des ressources de disponibles pour pouvoir l'utiliser. Et donc, ça passe quelque part par un choix, un arbitrage en matière de coût des cartes qu'on va jouer. C'est aussi pour ça que dans le deck, vous avez 2 planques et 2 entrées par effraction qui vont permettre de cumuler la fuite, l'action échappée à, plus le fait de gagner 2 ressources. Ça va me permettre de sécuriser des ressources. Il y aurait moyen d'optimiser encore une fois, mais dans les faits, je suis quand même encore une fois assez limité. C'est la deuxième raison pour laquelle justement le 45 automatique, le dernier 41 ou le Mother ne font pas partie de ce deck, parce qu'en fait ils coûtent beaucoup plus cher. Changer un couteau par un Derringer, ça m'enlève une capa de Skids. Donc c'est quand même pas rien, changer les 2 couteaux pour les 2 Derringer, ça fait 2 capas. Et ainsi de suite pour le 45 et le Mother. C'est un choix, c'est un pari un peu, mais moi je pense qu'il se justifie au vu de l'investigateur qui est joué, au vu de la campagne qui est jouée, avec, on le sait, un effet, une arrivée de monstres, d'ennemis qui peut être très vite gênante, voire pressante et ingérable. Donc pour moi le tempo est important. Et cette question de tempo revient aussi avec l'arbitrage des soutiens de type allié. On a ces 3 possibilités quand on veut faire notre build Skids, c'est-à-dire le flic en patrouille, Léo Deluca, l'Oniriteur. On a aussi le chien de garde, mais le chien de garde pour moi ne présente pas les avantages de ces 3 autres soutiens. Le flic en patrouille et l'Oni nous permettent d'avoir plus de force, ce qui, d'un certain côté, nous permet de mieux gérer les ennemis. Pour autant, les ennemis, globalement, surtout en début de jeu, c'est en gros un tiers du deck de rencontre. Effectivement, dans la Zélatrice, il y a beaucoup d'ennemis à gérer. Néanmoins, c'est peut-être pas, encore une fois, la priorité sur le premier scénario. Le fait de pouvoir gérer un maximum d'ennemis. Encore une fois, j'ai fait le pari avec Léo Deluca du tempo. Alors oui, vous allez me dire, oui, mais du coup, ton raisonnement tout à l'heure, il ne suit pas, parce que Léo, il coûte 2 ressources de plus que le fric et l'Oni, donc du coup, avec les 2 exemplaires, on peut dire que c'est 2 capas de Skids, voire une capa de Skids, parce que logiquement, on va en jouer qu'un seul dans la partie. Effectivement, après voilà, c'est un choix. Je préfère sécuriser une action supplémentaire pour en avoir 4 au prix d'une capa de Skids, pour derrière pouvoir jouer la capa de Skids plus souvent avec mon couteau. Encore une fois, c'est un choix. Ça me permet, sur quelques tours, quand même, de cumuler 5 actions d'affilée, ce qui fait que Skids peut aller quand même assez vite. Et pourtant, on sait que dans la Zélatrice, en solo, il y a quand même des trucs à faire, surtout en renouveau, avec les nouvelles pièces qui apparaissent. Donc, après, je vous cache pas, j'ai fait des tests, j'ai testé plusieurs types de decks, avec le flic en patrouille, avec l'Oni, avec Léo, et sur mes tests, avant de me lancer vraiment dans le challenge, pour essayer vraiment d'avoir un deck vraiment potable, et pas juste en fait crever au bout de 3 tours, les tests avec Léo Deluca ont été plus probants. Tout simplement, encore une fois, voilà, cette question du tempo s'est révélée comme étant quelque chose de plus efficace sur mes différents tests que le flic en patrouille et l'Oni. L'Oni me donnait une endurance, une survivabilité plus importante.
Le flic me permettait de coller un dégât. Honnêtement, un dégât, ça servait strictement à rien. Je l'ai très très vite vu. L'Oni, bon, ça pouvait être intéressant. Encore fallait-il avoir un objet qui prenait un emplacement de corps. C'était possible avec la veste en cuir. Mais voilà, ça me faisait perdre 2 slots de plus pour vraiment rentabiliser l'Oni. Et c'était dommage. Là où, encore une fois, la question du tempo me permet d'aller plus vite, de subir moins de traîtrise. Et donc, du coup, en fait, de moins subir le deck de rencontre, quelque part. Donc, on n'est pas sur une logique de soin ou d'endurance, on est plutôt sur une logique de sprint et d'évitement du nombre de traîtrises et de bêtises que l'on vient piocher. Encore une fois, tout est discutable, mais sur les tests, ça a bien marché. Au niveau du coût du deck, on voit la courbe ici rapidement, il y a une majorité de cartes qui coûtent 1, pas mal de cartes qui coûtent 0 et 2. Voilà, on voit bien cette volonté que j'ai eue dans la construction de mon deck de permettre à Skit d'utiliser sa capa. Alors oui, il y a l'explosion de dynamite à 5. L'explosion de dynamite, c'est un peu l'exception. De toute façon, je ne pourrais pas jouer la capa de Skit à chaque tour, donc à un moment, j'ai quand même cumulé des ressources. Et d'ailleurs, c'est pas forcément utile à chaque fois d'utiliser la capa de Skit. Donc, j'ai gardé l'explosion de dynamite au cas où, si jamais vraiment j'étais dans une très mauvaise posture et que j'avais assez de ressources pour me sortir de là. Parce que c'est vrai que c'est quand même une carte qui est très forte, malgré le fait que sur cette version 0 XP, on prenne une attaque d'opportunité, il me semble. À confirmer, j'ai pas la carte sous les yeux, mais il me semble que je prends une attaque d'opportunité en la jouant. Bref, au niveau des icônes, mon constat, encore une fois, c'est que pour gagner, quelque part, il faut avoir des indices, ou en tout cas pour avancer vite, il faut avoir des indices. Il faut pouvoir dépenser des indices pour faire avancer l'acte plus vite que l'intrigue. Donc on a clairement une grosse prépondérance des icônes d'intelligence. Voilà, 16 icônes d'intelligence, c'est très bonne valeur, important, surtout avec une collection limitée comme ça. Quelques icônes libres aussi pour potentiellement venir compléter le tout. Et après, voilà, des icônes de force et d'agilité réparties assez équitablement parce que on va pas se priver d'échapper à des ennemis. Ce serait dommage, c'est la stat forte de Skit. Ce serait pas logique de complètement laisser de côté l'agilité, sachant que tous les ennemis ne sont pas chasseurs. Donc à partir du moment où j'ai échappé à un ennemi qui n'est pas chasseur, globalement, je ne devrais pas le revoir de sitôt. Après, voilà, il y a des effets de jeu particuliers qui les font déplacer, hein, surtout dans le rassemblement, on le sait. Mais voilà, c'est quand même... Il ne faut pas exclure avec Skit le fait d'échapper aux ennemis, même avec une collection limitée. Au niveau des icônes de force, bon ben voilà, on a des icônes de force pour venir surtout nous aider avec notre machette pour gérer potentiellement notamment le prêtre ghoul. Même si, encore une fois, voilà, le couteau sera utile, sachant que à ce niveau du jeu, il y a encore un nombre important d'ennemis qui ont 1 ou 2 points de vie. Il y en a qui en ont 3, mais c'est moins la norme, c'est moins commun que dans des campagnes beaucoup plus avancées comme Innsmouth. Particularité, vous le voyez là, j'avais pioché la faiblesse imprudent sur cette campagne, donc voilà, c'est une faiblesse compétence qui fait que si jamais qu'on doit l'attribuer, on doit l'attribuer uniquement à un test de compétence, et si on ne le réussit pas, on la renvoie dans notre main. À la fin du tour, on perd 2 ressources. Donc, en plus, c'est vrai que c'est une faiblesse qui vient contrecarrer pas mal la capacité de Skit, et il faut y faire attention. Je passe aux améliorations. Alors, c'est assez rapide parce que la campagne est assez courte et n'est pas forcément... nous donne pas forcément beaucoup d'XP. Qui plus est, en solo avec Skit, c'est difficile de récupérer de l'XP sur cette campagne, c'est très difficile. Donc, je ne me suis pas projeté énormément, si ce n'est voilà, faire un distinguo entre les améliorations prioritaires et les améliorations de luxe secondaires. Dans les améliorations prioritaires, évidemment, on a les outils de crochetage, un XP, pour venir sécuriser ma collecte d'indices. C'est normal. Les outils de crochetage de niveau 0 vont potentiellement très vite partir. Ceux de niveau 1 sont quand même beaucoup plus rentables et beaucoup plus intéressants pour Skit. On ne peut pas juste se reposer sur les lampes torches. C'est pas possible. Il y a des lieux à 4,
selon le scénario, il y a peut-être même un lieu à 5, je sais plus. Il faut pouvoir culminer à de grosses sommes pour pouvoir réussir des tests dans ces lieux-là. La lampe torche, voilà, c'est un peu, une fois qu'on a ces outils de crochage au niveau 1, la lampe torche remplit un peu le même rôle que le couteau, c'est-à-dire que c'est l'objet d'enquête secondaire d'appoint en attendant d'avoir les outils de crochetage qui arrivent. Au niveau des alliés, le flic en patrouille de niveau 2, lui, pour le coup, est intéressant parce qu'il va vraiment pouvoir m'aider à gérer la masse d'ennemis qu'il y a. Par contre, je ne le priorise pas par rapport à Léo Deluca. Donc, en fait, je vais rentrer un charisme pour pouvoir rentrer un flic en patrouille. Je n'en rentrerai pas forcément deux, parce que c'est, encore une fois, ma priorité, c'est Léo. Et parce que j'aurai peut-être pas assez d'XP. Mais au moins en avoir un, pour pouvoir le piocher et le jouer quand je l'aurai, pour le petit bonus en force au-delà du premier scénario, pour peut-être gérer les cultistes du scénario 2 et les ghouls du scénario 3, ça sera quand même assez intéressant. Surtout avec la capacité gratuite qu'il a. En amélioration secondaire, pour moi, j'ai du côté des soutiens le Léo Deluca de niveau 1, pour encore une fois essayer de abaisser ce coût en ressources et pouvoir jouer la capa de Skits. Je pourrais envisager le montant en l'air. Je pourrais l'envisager. Peut-être à la place du flic, même si le flic à l'heure actuelle me semble un choix quand même beaucoup plus intéressant que le montant en l'air. Après, le montant en l'air, vous le savez sûrement, sur le dernier scénario, il peut être très utile. Il peut être très utile, tantôt pour vite quitter le chemin principal qui est le nid occultiste, on va dire ça comme ça, et tantôt pour réussir les tests pour déposer des indices sur l'acte. Donc à voir, mais il peut être intéressant. Au vu de la collection, dans les événements, pareil truqué, moi je trouve que ça peut être quelque chose d'intéressant. C'est une carte qui est très peu jouée, mais c'est le chanceux plus des truands. C'est dommage que Skits n'ait pas quelque chose en rapport avec le méga-test, parce que c'est une carte clairement à faire du méga-test, un peu cher en XP, 3 XP. Clairement, c'est très peu probable que j'arrive à la rentrer, mais voilà, c'est le genre de carte qui peut me permettre de sécuriser encore une fois un de ces tests clés du troisième scénario pour déposer des indices sur l'acte. Alors, c'est clairement pas une priorité, encore une fois, c'est vraiment quelque chose de secondaire, et je le mettrai sûrement pas dans mon deck, mais en tout cas, j'y réfléchis, j'y ai pensé, ça pourrait être intéressant. Au niveau des événements, pour pallier la faible capacité, en tout cas la capacité d'enquête moyenne de Skits, on pourrait penser à leçon retenue, puisque, on l'a dit, il y a quand même pas mal d'ennemis qui vont apparaître dans le scénario 2 et dans le scénario 3, donc on subira des attaques. Est-ce que ça justifie le fait de se sécuriser la recherche, la découverte d'indices avec leçon retenue à la place de preuves, peut-être ou pas, ou à la place des courages inattendus, ou à la place des perceptions, parce qu'on a quand même deux icônes d'intelligence dessus. À voir, je n'ai pas réfléchi à qu'est-ce que je sortirais dans mon deck pour le leçon retenue, mais ça peut être quelque chose. Il y a certes pas beaucoup de lieux avec deux indices sur eux, mais dans cette campagne, il y a quelques lieux qui ont une valeur occulte importante avec deux indices dessus, ou alors encore une fois le fameux lieu du rituel où on récupère des indices pour les remettre sur l'acte. Ça peut être intéressant. En matière de compétences, du classique, c'est-à-dire récupérer en fait les compétences de niveau 2, de dextérité et de maîtrise pour venir booster encore plus les tests de Skits pour échapper ou pour combattre les ennemis. Voilà, rien de bien fou dans les améliorations que je vous propose, ou en tout cas auxquelles je songe pour mon deck, tout simplement encore une fois à cause de ce pool de cartes cumulatif qui, pour cette première campagne, est ultra restreint. Donc voilà, j'en ai terminé pour vous présenter ce deck de Skits avec un peu ce qui m'a conduit à réfléchir, à faire construire mon deck ainsi, mes choix, les justifications. J'espère que la vidéo vous a plu. C'est la vidéo qui vient introduire le cycle de vidéos let's play de Skits O'Toole pour la nuit de la zélatrice. Donc je vous enjoins dans les jours à venir à surveiller la chaîne pour pouvoir visionner ces fameuses parties truands solo difficile Skits contre la nuit de la zélatrice. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à nous suivre sur YouTube
de rejoindre le Discord ou encore de poser des questions sur Facebook. Je vous souhaite de bonnes parties et je vous dis à la prochaine. Au revoir.